sur Ouais, place. tu payes la consommation, tu Ouais. payes l'expresso à 8 euros. La marque personnelle, c'est clé pour inspirer confiance et attirer à soi la cible Bien sûr, ouais. qu'on vise. C'est vraiment du clé en main comme je l'attendais. J'ai pas eu grand chose à faire si ce n'est me pointer et écouter un peu tes conseils. Donc j'ai été super satisfait de la prestation. Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de podcast. Je suis accompagné de Julien. Je t'en prie, tu peux te présenter. Bien sûr. Bah écoutez, déjà ravi de pouvoir être là, Maël. En quelques mots, donc qui je suis, donc Julien Dominguez. J'ai créé mon cabinet de gestion de patrimoine qui s'appelle Capex Wealth Management. J'ai créé il y a de ça à peu près un peu moins d'un an. Et donc la particularité, en quelques mots, c'est finalement de pouvoir proposer un conseil totalement indépendant. Et donc un conseil qui ne va pas être rémunéré par des commissions sur les placements proposés aux clients, mais finalement rémunéré exclusivement en honoraires, ce qui permet de réaligner les intérêts entre l'investisseur et le conseiller. Donc un peu sur le modèle d'un family office, qui lui aussi, alors pas tous, mais pour certains d'entre eux, facture uniquement en honoraires. Le principe, c'est que pour être conseillé par un family office, en théorie, il faut un ticket d'entrée qui est généralement assez élevé, de l'ordre de 5 à 10 millions d'euros. Et l'idée, c'est d'abaisser ce ticket d'entrée pour démocratiser le conseil indépendant à partir de 100 000 euros d'actifs financiers. Ok, très bien. Bon, je pense que la présentation est assez complète. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, Julien, c'est du coup un client de NV Productions. On a tourné assez récemment sur Paris. Et l'objectif aujourd'hui, c'est en premier temps de faire un peu la review de notre rencontre, comment on a pu travailler ensemble, etc. Et ensuite, on va discuter du coup de l'importance du personal branding qui est notre marque de fabrique chez NV Productions. Donc on va discuter de ça et de tous les enjeux liés à tout ça, quoi. Trop bien, avec plaisir. Ok, super. En premier temps, comment on s'est rencontrés ? Comment on s'est rencontrés ? Bien, c'est moi qui vous ai trouvé sur les réseaux finalement. Ouais. Je suis tombé sur l'Instagram de ton associé, donc de Noah, De Noah. qui avait, en fait, moi j'étais déjà sensibilisé au personal branding. J'étais conscient que c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer dans le temps pour que ça devienne vraiment un levier d'acquisition et inspirer la confiance auprès des prospects qui seraient pas encore finalement totalement convaincus pour passer à l'action. Et donc sa marque personnelle, c'est clé pour inspirer confiance et attirer à soi la cible Bien sûr, ouais. qu'on vise finalement. Et donc moi j'étais à la recherche, j'étais conscient qu'il me fallait un shooting professionnel. Je suis tombé sur l'insta de Noah et quelques exemples que vous aviez fait pour d'autres clients à vous. Ouais, pour Hugo, typiquement, je crois que c'est ce... Exactement, c'est vraiment lui que Ok. j'avais remarqué. Je me suis dit, c'est exactement ça qu'il me faut. Des contenus entre le corpo et le lifestyle, mais toujours assez carré, assez propre, des lumières assez sombres. Enfin, l'univers déjà du shooting d'Hugo, en effet, me parlait. Je me suis dit, en fait, il me faut quelque chose de relativement similaire pour mon propre Insta pro à moi. Et donc, suite à ça, j'ai envoyé un petit message à Noah. Tiens, je suis tombé sur les photos que tu as fait pour Hugo. Je trouve ça cool. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur comment vous procédez, sur les tarifs potentiellement ? Voilà, c'est un service qui peut m'intéresser. Donc, voilà, est-ce que tu peux m'en dire plus tout simplement ? Donc après, on a organisé un premier appel, échange. Ouais. Exactement. Notamment avec toi aussi. On a pu préparer le shooting en amont. Parce que c'est quelque chose où je me demandais, mais comment ça se passe ? Est-ce que c'est à moi de trouver les lieux ? Est-ce que c'est à moi de trouver les décors, les inspi ? Comment ça se passe ? Et au final, c'est vrai que j'étais plutôt content parce que c'était vraiment du clé en main. J'ai pas eu grand chose. Ouais, c'est typiquement en fait cet axe-là qu'on aime bien marketer aussi, c'est qu'en fait chez NV Productions, toutes nos offres ont l'ambition d'être vraiment clé en main en fait. C'est-à-dire que c'est quand même des infopreneurs qui sont cibles de ces offres. Il faut vraiment qu'elles soient clés en main pour que justement eux de leur côté puissent gérer leur business et qu'ils aient pas du tout l'organisationnel, la DA, etc. à gérer. Pour le coup, ça on gère de A à Z. C'est vraiment l'objectif. Et de toute façon, on a pu en discuter sur le premier appel du coup. En effet, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu remarquer, cette envie que tout soit carré, prévu en amont du tournage, où j'ai reçu le mood board, les accessoires que tu me conseillais que tu me préconisais d'avoir avec moi pour
pour vraiment pouvoir varier d'un plan à l'autre, d'un shoot à l'autre, de pas toujours être habillé pareil parce que forcément ça se voit que toutes les photos étaient prises le même jour. Donc non, j'ai trouvé vraiment l'accompagnement au top, tant sur les conseils, sur en amont de la production, comment ça se passe. Tu m'avais envoyé un document avec le planning, heure par heure, les lieux où on allait prendre les photos, shooter, tourner, etc. Ce que j'ai apprécié, c'est que personnellement, je m'attendais qu'à de la photo, et t'as aussi pris la liberté de rajouter des b-rolls quand on se baladait dans les rues. T'as pas hésité à prendre des vidéos en plus, donc on sentait vraiment qu'il y avait cette volonté d'ajouter de la valeur et pas bien juste sûr, de se restreindre à ce qui était écrit sur le contrat et sur le papier. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien ressenti, cette volonté de bien faire, d'accompagner, d'apporter un maximum de valeur aux personnes que vous accompagnez, et que j'ai forcément totalement apprécié. C'est difficile de faire autrement, donc non. Honnêtement, la journée s'est très bien passée. Elle est passée à la défilée à vitesse grand V. C'est passé vite. On a eu l'occasion de shooter dans plusieurs lieux. En premier temps, dans le centre de Paris, dans les rues de Paris, tout simplement, avec une belle lumière, beau lever de soleil, etc., etc. Et ensuite, du coup, on a eu l'occasion de faire tous les facecam, du coup, dans un Cocoon, un lieu de réservation pour faire des facecam. Et ensuite, on est allé au Ritz, je crois. Ah non, c'était un autre palace. Ouais. C'était un autre palace. Le Ritz, c'était complet. Mais c'était assez classe. Franchement, c'était assez classe. Tu payes pour le lieu, mais franchement, c'est magnifique. On a payé les consommations qu'on a eues sur place. Ouais, tu payes la consommation, tu payes l'expresso à 8 € unité. Mais en vrai, ça en vaut le coup, et franchement, c'était super. Après, on a aussi, du coup, shooté dans un lounge à cigares, pour faire des clichés et des b-rolls justement avec cigares. C'est pareil, c'était très classe, je trouve. De toute façon, c'est vraiment ce qu'on vient chercher dans des shootings branding, tu vois. C'est vraiment cet axe classe, prestigieux. Enfin, en tout cas, sur notre avatar client, c'est clairement ce qu'ils recherchent. Toi, via ton cabinet de consulting, typiquement, c'est clairement des valeurs que t'aimerais retranscrire. Donc non, en vrai, c'était assez cohérent et appréciable. Ouais, non, clairement. Honnêtement, ça s'est bien passé de A à Z. On a pu faire différents lieux. À chaque fois, t'étais vraiment force de proposition sur les poses à adopter, parce que c'est vrai que moi je suis pas mannequin, c'est pas mon rôle spécialement. Donc même si j'avais pu remarquer quelques inspirations en ligne, j'ai vraiment apprécié le fait d'être drivé de A à Z là-dessus. Non, franchement, la presta c'est super bien passé. Les rendus vont pas tarder à arriver, donc j'ai hâte aussi de pouvoir jeter un coup d'œil un peu de te montrer tout ça à comment ça rend. Mais de ce que tu m'as dit, voilà, il y a plus de clichés que prévu, et t'es content de la qualité, donc je me fais pas de soucis. J'ai juste hâte de pouvoir aller jeter un coup d'œil, mais je suis persuadé que ça va être top. Oh oui. Non, mais c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler sur du branding, parce que du coup, pour ceux qui suivent NV depuis longtemps, de base on était niché dans le fitness. Et en fait, on touchait à tout type de contenu, du facecam, du corpo, un peu de tout. Et là, on s'est justement réaxé sur du personal branding. Et en vrai, c'est un plaisir de tourner à chaque fois, en fait, parce que du coup, on peut vraiment s'imprégner du business de la personne en face. Et en vrai, on passe une journée à tourner, à travailler, mais on s'amuse de ouf. Et je crois que nos clients s'amusent aussi, donc c'est le principal. Et c'est le cas, non, c'est vrai que très beau, tant humainement que professionnellement, j'ai trouvé ça top de A à Z. Et c'est vrai que finalement, aujourd'hui, et c'est bien d'avoir cette cible-là, les infopreneurs, je trouve que c'est une cible très pertinente. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu, tout le monde a besoin de développer son propre personal branding, qu'il soit finalement tant un infopreneur, un marketeur, un consultant, un avocat, un expert comptable, un conseiller financier. Ouais. Je pense que à l'ère d'internet, à l'ère des réseaux, penser avoir la croyance limitante que le fait d'être bon dans son domaine va attirer naturellement toute une flopée de clients à soi, sûr, et que on peut juste être passif et que la recommandation et le bouche à oreille fera le gros du boulot. Ouais. Je pense que c'est plutôt utopique. On est vraiment à une époque où tout le monde est sur les réseaux. Tout le monde, du moins ceux qui ont un peu cette vision-là, font savoir ce qu'ils font, comment ils travaillent, à qui s'adressent leurs services. Et rien que le fait de pouvoir, en quelques clics, en tant que prospect, tomber sur l'Instagram de quelqu'un ou sur son LinkedIn, consommer quelques contenus, comprendre qu'en effet, on est la cible du service proposé, que ça fait sens, qu'il a déjà pu accompagner telle personne, qu'il a pu apporter tel résultat,
que on ressemble à ce prospect-là qui a été accompagné d'ores et déjà, à ce client-là qui a été accompagné, bah on se dit, bah en effet, pourquoi pas moi? Moi j'ai besoin de ce service-là aussi. Bien sûr, ouais. Tu m'as l'air d'être qualifié pour répondre à ce besoin-là. T'as déjà accompagné des gens. Je comprends que tu t'adresses à moi en effet. Bah oui, j'ai ce besoin-là. Travaillons ensemble et ça permet du coup de préqualifier le prospect avant même qu'il monte en appel découverte. Il peut être convaincu qu'il a besoin de ce service-là. Et donc à ce moment-là, quand il a été éduqué par les contenus en amont, bah de un, il va être beaucoup moins compliqué à closer entre guillemets pour commencer à travailler avec lui. Bah il faut qu'il donne son feu vert, et s'il est déjà convaincu avant de monter en appel, bah forcément le feu vert va arriver beaucoup plus rapidement que si on a tout à faire lorsqu'il monte en appel découverte. Tu connais rien du service, faut lui expliquer tout de A à Z. Donc il y a tout un temps où bah ça va lui faire de l'information en plus, faut qu'il la comprenne l'information, qu'il se l'assimile et qu'il donne in fine son avis. Mais vu qu'il a beaucoup d'infos, il est un peu brouillé, il a besoin de temps pour digérer. Là aussi, il est déjà préqualifié avec le contenu, qui monte en appel, qu'il est déjà convaincu lui-même de l'intérêt de la solution, bah concrètement, il va être beaucoup moins difficile à convaincre pour qu'il passe à l'action. Et à ce moment-là, en fait, c'est un gain pour tout le monde finalement, parce que le prospect s'y retrouve plus facilement, il comprend plus facilement qu'est-ce qui s'adresse à lui ou pas, est-ce que ça peut l'intéresser et lui apporter de la valeur ou pas. Et même pour le professionnel, bah une fois que le prospect est en appel, qu'il lui fait comprendre qu'il a déjà consommé différents contenus, qu'il a trouvé ça top, bah, comme moi je suis arrivé, je vous ai parlé directement du shooting d'Hugo. Sans ce shooting-là, sans ce use case-là, potentiellement que j'aurais jamais envoyé de message à Noah. Bien sûr, ouais. C'est un exemple bête, mais qui peut illustrer à quel point ça fait le gros du travail finalement de créer du contenu régulièrement qui s'adresse bien à l'audience qu'on cible. Et à ce moment-là, bah, les appels découvertes, enfin moi je sais pas comment vous l'avez senti, mais j'ai pas été très difficile à convaincre, parce qu'en fait j'étais déjà même persuadé et convaincu que j'avais besoin de ce genre de shooting pro-là, que vous étiez les bonnes personnes, parce que bah, de par les use cases que vous m'aviez montré, j'ai senti que c'était pro, et j'ai senti que c'était la DA que je recherchais aussi pour mon propre feed. Et à ce moment-là, c'est plus qu'une question de modalité. Le combien, comment ça fonctionne, tac, ok, c'est bon, feu vert, on avance, quoi. Bien sûr, ouais. Bah après, l'avantage avec toi, c'est que tu étais déjà éduqué sur le sujet. Tu comprenais déjà l'importance du personal branding et d'investir dans son business. Donc effectivement, c'était, je pense que de ton côté, c'était assez clair sur l'importance d'investir là-dedans. Pour revenir sur ce que tu disais par rapport aux prospects, nous, ce qu'on a étudié, c'est qu'en fait, via justement le personal branding, on augmente en fait le taux de réponse en setting. Parce qu'en fait, les gars, ils se font prospecter par 5-6 personnes dans la journée, tu vois. Et en fait, ils vont checker les profils, et quelqu'un qui a un personal branding soigné, avec une image vraiment professionnelle à étiquette, etc., bah forcément, il sera beaucoup plus à même d'être, que le prospect lui réponde, plutôt qu'un mec qui fait des vidéos à l'iPhone, qui a pas forcément de DA très structuré, qui fait un peu les choses lui-même, parce que de toute façon c'est pas le métier de tout le monde. Il y a une réelle différence là-dessus. Et second KPI à souligner aussi, c'est l'autorité que tu vas avoir pendant ton closing. Parce que via cette image, via ce branding, forcément ton statut est valorisé d'une manière différente que quelqu'un qui mise pas du tout là-dessus. Et en fait, il faut se rendre compte que c'est un levier important à actionner pour un infopreneur qui a déjà un bon business bien construit, qui fait, pourquoi pas, déjà beaucoup de volume de face cam, ce genre de choses. Investir dans son personal branding, c'est un putain de levier. Et de toute façon, on a des use cases, comme tu dis, des études pour montrer justement les résultats qu'on a obtenus avec nos clients. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Totalement d'accord. Mais tu soulignes un point important, c'est vrai que aujourd'hui, quand tu, en plus, alors, il y a différentes stratégies de marketing finalement. Est-ce que c'est de l'inbound et t'attends que le prospect vienne à toi parce qu'il est tombé sur ton profil, qu'il a trouvé ça pertinent et qu'il veut en savoir plus. Il y a également l'outbound où tu vas le contacter, ne pas attendre qu'il vienne à toi, mais toi faire le premier pas vers lui. Ça passe par du setting comme tu l'as souligné. Et en effet, le fait d'avoir d'ores et déjà mis en place des choses comme d'avoir une photo de profil clean, ça peut être, là je parle de LinkedIn par exemple, mais ça peut être Instagram également, mais le fait d'avoir une belle photo de profil, une bonne bannière, de publier du contenu régulièrement, c'est vrai que rien que pour ton prospect, ça envoie les bons signaux, ça envoie les signaux d'un professionnel qui sait aussi mettre son image en avant, bien communiquer, attirer à soi la bonne audience. Et donc forcément si tu envoies des DM à des gens que la personne tombe sur le DM, elle est curieuse,
parce que la proposition de valeur peut l'intéresser, qu'elle va sur le profil et qu'elle voit qu'il y a rien qui est bon, qu'il y a jamais de publication, qu'il y a même pas de photo de profil, que le copywriting n'est pas adressé à un besoin qu'elle pourrait avoir, à ce moment-là, va même pas prendre la peine de répondre. Bien sûr, ouais. Là où, cas contraire, elle se rend compte que le professionnel est actif, qu'il communique régulièrement, que les contenus sont plutôt qualitatifs, qu'il y a cette volonté-là d'avoir une bonne image en ligne, d'investir sur sa propre personne, concrètement, ça envoie plutôt les bons signaux au prospect qui peut se dire, tiens, ce professionnel-là, je sais pas si il va pouvoir m'apporter la solution à mon problème, mais en tout cas, comment il le market, comment il en parle, il a l'air d'avoir compris mon problème, Bien il a sûr. l'air de proposer une solution à cette problématique que j'ai. En plus, il communique activement, c'est qualitatif, il y a des beaux visuels, ça donne envie. Ok, ça me coûte rien de monter un appel découverte, de comprendre qu'est-ce qu'il propose, comment est-ce qu'il pourrait m'aider, et à ce moment-là, je pourrais prendre ma décision. Mais si l'appel découverte n'est pas généré déjà, la probabilité de vendre in fine son service, elle est minime. Ouais. Et en effet, le fait d'avoir un profil léché et préparé aux petits oignons, ça facilite en effet le nombre d'appels découvertes que tu vas pouvoir prendre en DM par rapport à quelqu'un qui n'a strictement rien mis en place finalement. Bien sûr, ouais. Y a aussi une question que je voulais te poser. Enfin, plutôt une question à laquelle tu pourrais répondre pour nos viewers. Toi, dans ton cadre de métier, dans ton métier, pourquoi c'est important d'investir dans son personal branding? Parce que c'est du consulting pour du high ticket, c'est pas de l'infoprenariat. Pourquoi ça a été important pour toi d'investir là-dedans? Parce que c'est un peu différent, tu vois, de l'infoprenariat. Ouais, alors moi, c'est vrai que c'est du conseil en gestion de patrimoine. On pourrait se dire, en effet, si t'es très bon, t'as pas forcément besoin de communiquer sur les réseaux. Tu pourrais avoir ta base de clients naturels. Alors déjà, faut partir du principe que je me suis lancé, j'ai créé mon cabinet il y a un peu moins d'un an. Donc c'est relativement récent. Je me suis lancé de zéro. J'avais pas forcément de base client initiale, même si j'avais déjà travaillé en cabinet en amont, mais j'avais pas forcément de base client initiale déjà bien définie. Là où quand t'as fait tes 15-20 ans en banque et que tu crées ton cabinet de zéro, t'as quelques clients qui vont te suivre au démarrage. T'as déjà une base qui est d'ores et déjà faite, d'ores et déjà là, que tu peux exploiter dès le démarrage. Moi, c'était pas forcément mon cas. Je démarre de zéro. Et donc, si en plus de ça, personne me connaît et que je suis silencieux et qu'on me voit pas du tout en ligne, qui est-ce que je vais attirer? Comment je vais attirer? En fait, c'est ça, c'est... Ouais. Après, la nuance, c'est que tu pourrais créer du contenu, mais toi-même, t'es pas vidéaste de profession, donc tu pourrais faire ça à l'iPhone, par exemple. En quoi c'est important d'upgrade sa qualité d'image? Ouais, alors tu pourrais le faire toi-même en vrai. Bien sûr, je pourrais le faire moi-même. Et c'est quelque chose à laquelle, c'est une chose à laquelle j'ai déjà songé. Et je pense que l'idéal, c'est d'avoir un mix des deux, peut-être, d'avoir et de la vidéo vraiment qualité professionnelle, comme c'est le cas ici en studio, dans les bonnes conditions, les bonnes caméras, les bons jeux de lumière, les bons micros pour vraiment aller chercher la qualité optimale et montrer que si le genre de contenu là qu'on fait est de qualité optimale, en fait on va le projeter sur le conseil aussi sur mes services. Ouais. Si sa com elle est optimale, son service de conseil en gestion de patrimoine il va être optimal, il va bien m'accompagner, bien s'occuper de moi, me proposer les meilleures solutions. Donc en fait on a cette facilité là à projeter ce qu'on voit d'un côté et de l'autre. Sa com elle est clean, c'est carré, c'est léché. Son activité, s'il est bon là-dedans et que c'est pas son domaine de spé, concrètement son conseil en gestion de patrimoine qui là pour le coup son domaine de compétence, ce sera au moins aussi bien. Donc il y a ce côté-là, on va projeter la qualité de l'un sur l'autre. Bien sûr, ouais. Et aussi le fait de montrer que moi je suis un professionnel, j'ai créé mon entreprise, j'ai besoin de rejeter cette image aussi là d'un pro, et donc ça va ensemble. Après je pense que on peut pas forcément tous les jours venir en studio et produire du format vraiment léché comme ça, et je pense que l'idéal c'est d'avoir un peu un mix des deux, des fois des vidéos selfie presque faite à l'arrache, mais qui permet aussi de pouvoir créer, parce que sur les réseaux aujourd'hui c'est pas avec 3-4 contenus vraiment quali léchés qu'on va pouvoir être vraiment visible. Ça met du temps, il faut être très régulier. C'est ça, ouais. En fait, il faut faire du volume. Ça, c'est un truc qui est souvent dommage, que nous, on observe régulièrement. C'est que il y a beaucoup de personnes qui vont être très perfectionnistes, qui vont effectivement se focaliser sur 4 réels très très bien montés, très, très qualitatifs, mais qui vont pas faire du volume, et du coup, ils ont pas le flux nécessaire pour convertir. Parce que des gars qui peuvent faire des réels très quali,
mais qui ont déjà une bonne audience, en vrai, il y a quand même une certaine preuve sociale qu'ils peuvent instaurer. Maintenant, quel est l'objectif? L'objectif, c'est quand même de ramener du flux, de pouvoir convertir via du setting sur des appels de vente, etc., etc. Tout le mécanisme, en fait. Donc, vaut mieux, peut-être au départ, réduire un petit peu la qualité et faire beaucoup de volume, et ensuite upgrade ça via ce levier, quoi. Après, il y a aussi un équilibre à trouver parce que tu peux pas non plus faire du full RAW à l'iPhone si tu as la prétention d'accompagner sur du high ticket. Ça dégrade un peu ton autorité, ton statut, et ça, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Mais il faut trouver l'entre-deux. C'est pour ça que, tu vois, typiquement sur le package qu'on t'a préparé, il y a une base d'un drive de B-roll. Comme ça, si toi, tu dois faire des contenus de ton côté, en fait, tu as des images qualitatives avec lesquelles tu es illustré, tu vois. Non, tout à fait. Je pense que, comme tu l'as dit, l'idéal, c'est d'avoir un peu un entre-deux. Quand tu regardes un peu des infopreneurs, je parle un peu des plus visibles, du moins, tu vois, je pense à des Mathis Clouet, des Ivan Gazzi, des Hormozy, dans la niche un peu du make money, de l'infopreneuriat. On voit que c'est un savant mélange entre les deux, d'avoir des vidéos vraiment plus léchées dans un décor professionnel avec tout ce qui va avec, et d'autres vidéos où je me filme comme ça en selfie et ça me permet de pouvoir débiter, en un week-end sortir, pouvoir pondre 10 reels à la chaîne, avec un pôle de montage. En fait, j'ai mon reel qui va être posté tous les jours, et comme t'as dit, en fait, soit t'es déjà dans un stade où t'as déjà une grosse communauté, et peut-être qu'avec peu de reels mais très léchés, tu vas pouvoir convertir une partie. Mais quand t'en es au stade d'amorçage, que t'as pas forcément la communauté, c'est vrai que c'est pas le fait d'envoyer 3-4 reels très léchés qui vont faire le gros du job. Donc soit en fait il faut réaliser des tournages professionnels très régulièrement, presque tous les mois, pour avoir un bon flux de reels quali, léchés, et que tu peux maintenir cette fréquence-là de publication dans la durée. Ou alors, en effet, combler avec du reel un peu plus raw, selfie, iPhone, paf, je lance, je fais mon petit pitch, je peux en enchaîner comme ça sur 1 heure 10 reels. Ils sont prêts, idéalement un peu de montage pour ajouter un peu sous-titres dynamiques, ce genre de choses. Et au moins, on a une vidéo par jour à envoyer sur toute la semaine, tu vois. Quand tu regardes, c'est vraiment deux stratégies différentes. Typiquement, Mathis Clouet et Keo, de l'autre côté, tu vois. Keo, il a tout misé sur son branding. Ses contenus sont full RAW à l'iPhone ou à la DJI à la limite, à l'Osmo. Et t'as Mathis Clouet qui, je trouve, est dans un entre-deux, tu vois. C'est quand même plus qualitatif. Je connais pas le volume qu'il fait, par contre, mais à mon avis, ça doit renvoyer au stade où il est. Je pense que c'est forcément un reel par jour. Pour Mathis je pense Clouet. aussi, Mais c'est quand même deux stratégies de contenu différentes, et c'est pour ça que on a capitalisé aussi sur le volume de B-roll, parce qu'en fait on sait que tous ceux qui ont une stratégie de contenu avec du clipping par exemple à la clé, etc., tout ce qui est B-roll en fait ils vont s'en servir et ils vont pouvoir faire du volume. Et aussi, on part aussi sur une stratégie de contenu, ça dépend du profil évidemment, dans laquelle on va louer soit un studio de podcast ou soit le créer nous-mêmes, peu importe, et partir sur vraiment une qualité d'image beaucoup plus qualitative. Mais toujours dans la dynamique de faire du volume, parce que ça c'est universel, c'est ce qui marche, et voilà. Est-ce que toi, t'as pour objectif aussi de te lancer sur YouTube, peut-être un peu plus tard, pour convertir typiquement ? Tout à fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai en tête, de commencer à activer un peu le YouTube. C'est vrai que pour moi, l'idéal, c'est d'avoir un peu, en fait, chacun des réseaux sociaux a un peu ses spécificités. Et typiquement, l'idéal, c'est d'avoir, je pense, le LinkedIn, l'Instagram, qui envoient tous les deux du trafic régulier vers le YouTube, avec des formats plus longs, des formats où tu peux plus rentrer dans le détail, plus éducatif, apporter plus de valeur à ton audience. Si on prend l'exemple de Mathis Clouet avec les value assets, c'est exactement ça, c'est apporter de la valeur pure, même si le format il est pas forcément petit, ça va être sur un Miro avec Loom, paf, il filme son écran et il explique comme ça au fil de l'eau finalement ce que son audience de créateur d'agence a besoin de savoir. Et je pense que c'est exactement un peu le format que j'ai en tête. Et en France, il y a d'autres dans ma niche, notamment dans la gestion de patrimoine. Je pense notamment à Louis Nasto qui fait ça très bien. D'ailleurs, je te passe le bonjour Louis, qui un peu dans le même format, Mindmap, Miro, Loom, et à pouvoir partager comme ça beaucoup de valeur à son audience, en les éduquant sur différentes problématiques. Et aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure manière
le format long YouTube, d'avoir le temps pour éduquer réellement son audience, commencer à apporter des éléments de réponse aux problématiques auxquelles ils peuvent faire face, tout en leur faisant prendre conscience que, bah, en fait, voilà, là, ce que je vous ai dit, c'est relatif, c'est assez générique. Ouais. C'est vraiment du cas par cas. Enfin, pour entrer vraiment dans le détail, ça va être au cas par cas. Donc, si tu te ressens dans cette problématique-là, et que, bah, je t'ai apporté déjà quelques éléments de réponse, t'ai apporté un peu d'éclairage sur ces problématiques-là, et que t'as vraiment envie d'aller au bout, bah, concrètement, réserve ton call découverte, et puis on rentre plus dans le détail, et t'auras des vrais éléments de réponse. Et puis, à la fin du call découverte, je pourrais te dire, bah, en effet, je peux t'accompagner, vu de tes problématiques, de tout ce dont tu m'as fait part, je sais que je peux t'apporter de la valeur. Ou alors, au cas contraire, bah non, désolé, aujourd'hui, c'est trop précoce, t'as pas encore mis en place d'investissement quelconque, t'as 20 000 euros sur un livret A, c'est bien de vouloir te faire accompagner, mais peut-être que dans un premier temps, tu pourrais gérer tout seul, parce que Bien le fait sûr, de payer le conseil, c'est aussi le principe du conseil indépendant, c'est que le conseil, bah, est facturé en honoraire. Si tu viens me voir avec 10 000 euros et que je vais te demander 1500, 2000 euros pour mettre en place la stratégie patrimoniale, tu vas me dire, mais il est fou, quoi. Il me demande 20% du capital que je veux placer en conseil. Enfin, c'est lunaire. Et en effet, bah, si tu as 20 000 euros, il y a peut-être mieux à faire que directement démarrer avec un conseiller qui plus est indépendant. Parce que bah, sur un conseiller traditionnel qui se rémunère en commission, bah ça, le coût d'entrée, il va être moindre. C'est plus sur la durée que bah là, les frais vont pas être optimisés. Mais en tout cas, il y aura rien à payer à l'entrée. Donc Bien en fait, sûr. si t'as que 10 000 ou 20 000 euros, peut-être qu'un conseiller traditionnel fera très bien le taf, fera très bien l'affaire pour ton besoin et pourra déjà t'accompagner sans que le prix à l'entrée, la barrière à l'entrée soit trop dissuasive pour que tu démarres. Parce Bien que bah, sûr. s'il dit je te prends 3% par an de ce que tu me confies, bah sur 10 000 euros, ça fait que 300 euros. Ouais. Si moi je te demande 1500 euros au démarrage pour mettre en place le conseil parce que j'aurais travaillé sur la stratégie, etc., tu vas me dire, ben non, tu vas pas me prendre 15% de mon capital à investir, c'est complètement lunaire, c'est déconnant. Et en effet, c'est parce que c'est pas le cœur de cible finalement. Aujourd'hui, je considère que même avant les 100 000 euros à investir, ça peut déjà être intéressant d'avoir un conseil indépendant, mais c'est réellement à partir de 100 000 euros où là, bah, ça peut faire sens de payer au démarrage pour optimiser la structure de frais de tous les placements qui vont arriver par la suite et d'avoir vraiment un accompagnement sur du long terme et de bénéficier de l'offre du cabinet qui, aujourd'hui, je pense, se veut, même si le but, c'est pas forcément de se positionner comme cheap. Aujourd'hui, en fait, je considère que la structure de frais d'un placement quelconque, peu importe l'enveloppe fiscale, peu importe la classe d'actifs qui est préconisée, la structure de frais, c'est la seule manière sûre à 100% de gagner de l'argent. Si elle est optimisée, si tu passes de 3% de frais de gestion annuels entre les frais entre les frais assureurs et les frais des solutions d'investissement, tu passes de 3 à 1,5, bah sur 100 000 euros, tu économises 1500 euros par an. Ouais. Au bout de 2 ans, tu économises 3 000 euros. Et après, en plus, avec les intérêts composés, bah c'est de plus en plus gros chaque année l'économie finalement. Donc, le fait de payer à l'entrée, si derrière, en effet, tu gagnes de l'argent tous les ans, ça fait sens, parce que tu payes qu'une fois à l'entrée, et après pendant 10, 15, 20 ans, tu lisses cet investissement initial et ça te fait gagner de l'argent. Là où sur le conseil traditionnel, bah tu payes pas à l'entrée, on te dit le conseil il est gratuit, c'est super, mais derrière tu te manges 3% de frais annuels, bah première année tu payes 3 000, deuxième année tu repayes 3 000 et ainsi de suite, et sur du long terme en fait ça te revient très cher, le fait de pas avoir payé initialement, vu que ton conseiller se rémunère sur les frais de déplacement préconisés, il a un biais, il peut être biaisé dans son conseil et il peut être amené à te préconiser des produits, des solutions qui vont être relativement chargés en frais. Parce que s'il n'y a pas de frais sur la solution, bah lui ne gagne pas sa vie décemment. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que si le conseiller se rémunère sur les frais, s'il n'y a pas de frais, il gagne pas sa vie. Et c'est pour ça que je voulais vraiment décorréler ma rémunération en tant que conseiller, parce que dans le terme conseiller financier, conseiller en investissement financier, moi je suis CIF, conseiller en investissement financier, c'est un statut qui est réglementé. Dans ce statut-là, conseiller en investissement financier, t'as bien le mot de conseiller. Et quel conseiller n'est pas rémunéré pour son conseil? Je trouve ça étrange comme approche. Ouais, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc je me suis dit, bah moi je suis conseiller, je dois être rémunéré pour mon conseil, et si c'est mes partenaires financiers qui me rémunèrent et que mon client ne sait même pas combien je suis rémunéré in fine, bah c'est opaque, c'est flou, on joue sur le manque Il y a moins de confiance en fait.
Et encore, vu que aujourd'hui, le client, il est habitué à ça, quand il va voir son banquier, il va voir son assureur, il a toujours fonctionné comme ça, on lui a jamais demandé de payer d'honoraires de conseil, bah, il est presque habitué à ça. C'est un standard. C'est un standard. Aujourd'hui, D'accord. c'est vraiment un standard. On n'est que 8% de conseillers indépendants sur la place. Donc, on est très minoritaire. Et dans ces 8%, tu as beaucoup de family office. Donc, en fait, le client lambda qui a entre 100 000 et 5 millions à investir, il a jamais été habitué à payer pour le conseil. Et pourtant, s'il est dirigeant ou professionnel libéral ou indépendant, il a potentiellement déjà un expert comptable, potentiellement déjà un avocat fiscaliste, déjà un notaire, et ceux-là, il les paye en honoraires. Donc il est conscient que le conseil se paye directement. Mais pour autant, vu que jusqu'à il y a quelques décennies, il n'y avait que les banques chez qui tu pouvais placer ton argent réellement, et que celles-ci n'ont jamais habitué leurs clients à payer d'honoraires parce que se rémunérer sur les frais. En plus, eux, c'est le meilleur modèle parce que il y a la banque qui va distribuer les solutions. T'as l'assureur de la banque. Donc les frais du contrat d'assurance, ils tombent dans la filiale de la banque qui distribue le contrat. Et t'as l'asset manager de la banque qui lui va structurer les fonds, les OPCVM, les fonds actifs, qui vont être mis au sein du contrat et distribués par le réseau aux clients. Donc en fait, toute la chaîne de valeur, elle est internalisée au sein du groupe bancaire. Ouais. Et les commissions tombent toutes à l'intérieur du groupe. Donc en fait, pour elle, c'était le meilleur business model. Ouais. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux acteurs qui existent, avec les conseillers, les cabinets indépendants, avec les fintech, etc., bah, on se rend compte que l'offre de la banque, elle est presque désuète, qu'elle est trop peu ouverte. Elle est finalement, c'est une offre maison, contrairement à un cabinet qui pourra travailler ce qu'on appelle en architecture ouverte, donc avec des prestataires autres que ceux qu'il a en interne. Donc comment est-ce que ma réflexion, c'est vraiment de me dire, avant de créer le cabinet, mais comment est-ce que je peux réellement aligner mes intérêts avec ceux de mon client pour que lui soit sûr que je ne vais avoir que ses intérêts dans le viseur et que je vais pas forcément agir pour mon propre compte ou pour maximiser ma rémunération. Donc, Ok. Et d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Comment tu définirais le pourcentage de confiance? En gros, ton prospect, à quel point il va faire confiance à l'humain et à quel point il va faire confiance à la compétence que tu vas pouvoir vendre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, soyons honnêtes, en vente, il y a beaucoup d'émotionnel. Et toi, en tant que vendeur, faut que tu te fasses apprécier aussi de ton prospect. Donc, il y a aussi ton image qui est en jeu, etc. La façon dont tu t'exprimes. Et voilà. Sur quel pourcentage tu arriverais à définir ça? Ton image? L'image, alors c'est vrai que c'est une bonne question. Ça sera pas précis, mais à quel point bien sûr, c'est vrai que c'est compliqué à jauger comme ça un peu au doigt mouillé, mais je considère qu'aujourd'hui, l'image du conseiller, elle fait le gros de la relation parce que il y a des conseillers qui sont pas forcément très techniques, mais qui arrivent à convertir beaucoup plus de clients que... Et moi, c'était un des problèmes que j'avais au démarrage et que j'ai essayé d'atténuer dans le temps, mais c'est de vouloir rentrer trop dans le détail. Je voulais vraiment que le client soit conscient de tout. Je rentrais dans le détail à propos de tout, mais des fois, en entrant trop dans le détail, au démarrage, assez naïvement, je pensais que ça allait rassurer mon client de voir que j'étais calé sur le sujet. Ouais. Mais dans les faits, quand tu le bombardes d'informations pendant 1h30, que lui, c'est pas son domaine initial, qu'il est un peu largué sur en finance, sur les placements, le fonctionnement des marchés financiers, les classes d'actifs, tout ça, c'est peut-être nouveau pour lui. Et quand t'arrives et que tu débites et que tu bombardes une tonne d'informations, il sort de là, il a le cerveau prêt à exploser, il a pas forcément capté le gros de ce que tu lui as communiqué parce que c'était assez dense, donc il a chopé de l'info à tous les niveaux, il en a retenu peut-être 10% et il sort de là en mode oulala, putain, c'était compliqué, ça fait beaucoup d'infos, certes il va m'envoyer les documents, je peux pouvoir les reprendre à tête reposée, mais je suis pas sûr d'avoir tout saisi. Et aujourd'hui, en fonction du niveau de connaissance de mon client et de comment lui aussi va me challenger, tu vois, si je sens que à des moments je reste trop en surface et qu'il me pose des questions qui montrent qu'il a bien compris quand même les enjeux, qu'il a envie d'aller plus loin, là je vais pouvoir adapter mon niveau d'explication à la personne en face, mais par défaut, maintenant j'essaie de rester très à la surface et pas forcément entrer trop dans le détail, parce que si in fine t'as voulu étaler ton savoir un peu comme il y a un proverbe qui dit je sais que c'est quoi, c'est
le savoir c'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu tartines ou ouais, un truc comme un ça. truc Ouais. comme ça. Et au final, bah c'est vrai que pour moi, je trouvais ça rassurant de montrer à mon prospect que bah t'inquiète, en fait, t'es pas en face non plus d'un boucher en reconversion. Moi, j'ai fait des études là-dedans. Ouais. J'ai mon AMF, j'ai toutes les certifs qu'il faut pour exercer l'activité de la meilleure des manières. T'inquiète, t'es entre Ouais. les bonnes mains. Mais en voulant trop lui expliquer, en trop dans le détail, tu te rends compte aussi que tu le perds et que in fine, bah après à la fin, il est tellement perdu qu'il n'ose même plus poser de questions parce que en fait, il t'a lâché il y a déjà 20 minutes et s'il pose une question, il peut passer Bien sûr. pour Ouais. le mec qui a pas suivi et donc en fait, tu continues un échange avec une personne qui a pas forcément compris tous les tenants les aboutissants. Bah, c'est pour ça qu'il faut être assez attentif aussi au non-verbal en face, tu vois. Je connais quelqu'un qui est assez spécialiste dans justement... en fait, il a étudié le non-verbal et on va dire le cerveau humain et il essaye de lier ça au closing, tu vois. Et du coup, il donne beaucoup de tips comme ça où en gros, t'as plein de trucs. Le fait que tu te pinces les lèvres en mode t'as envie de dire quelque chose ou des bâillements, ce genre de choses. Enfin, tu sens que tu perds justement l'attention de ton prospect et je trouve que c'est cet équilibre à avoir. Et même via la communication, je trouve aussi que c'est important d'avoir l'équilibre entre montrer ta compétence, montrer que t'es chaud là-dedans et aussi montrer ta vie, ta personne, tes valeurs, etc., etc. Et c'est justement sur cette dynamique, pour revenir un petit peu au ANV, que nous, on a construit l'offre YouTube avec un vlog par mois. Et en fait, ce vlog, c'est un build-in public dans lequel tu peux retrouver plusieurs choses, typiquement de la value, parce que bah, c'est quand même un lieu sur lequel tu convertis, mais aussi des moments de vie, des moments dans lesquels on va comprendre un peu plus l'humain, dans lequel il va pouvoir montrer son lifestyle, ses habitudes, comment il est en fait tout simplement. Et je trouve que justement cet équilibre, c'est très important de l'avoir. Et c'est vraiment comme ça, je trouve que tu peux séduire un prospect en ayant le bon équilibre, montrant ton autorité, ta compétence, mais aussi en étant compris justement sur tous ces aspects, tu vois. Non, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai qu'au démarrage, j'avais plutôt la vision de me dire, bah, s'il voit que je maîtrise mon sujet, il sera en confiance et il voudra avancer. Mais en effet, maintenant, je me rends compte que je commence un peu à créer du contenu, que sur LinkedIn, ça commence tranquillement à se mettre en place, que sur Insta, ça va arriver, notamment avec le shooting qui va pas tarder de NV. Je me rends compte que le fait de développer ce personal branding, maintenant que j'ai des personnes qui montent en appel d'elles-mêmes, qui prennent leur appel découverte d'elles-mêmes, qu'elles m'accordent plus de crédit parce que elles ont consommé du contenu à côté, elles voient qu'il y a du monde qui regarde, qui s'engage avec le contenu, et elles t'accordent c'est psychologique en fait, elles t'accordent plus d'autorité dans ton domaine parce qu'elles se rendent compte que ah ouais ok, il crée un peu de contenu, il est visible, il y a des gens qui réagissent, c'est quelqu'un, c'est un vrai conseiller, il a de la demande, il est en place. En fait, on te prête pas mal d'attributs positifs quand tu commences à créer du contenu et à être visible que quand c'est pas le cas, tu vois. Là où avant je me rendais compte quand j'étais dans mon ancien cabinet, des gens qui montaient en appel parce que je les avais démarchés par téléphone, mais ils me connaissaient ni David Adam, ils n'avaient pas consommé de contenu, mais pas consommé mes contenus au préalable, et donc en fait déjà bah t'as moins de respect, c'est quelque chose que j'ai remarqué, des gens qui te lapinent sans te prévenir, ils vont jamais se pointer pendant un no-show, comme on appelle ça dans le milieu, ils vont jamais se pointer lors de l'appel découverte, ou alors ils vont se pointer en retard, ne pas te prévenir, ou alors ils vont te dire bah tiens là j'ai 20 minutes, s'il te plaît vas-y on le fait mais fais vite, enfin tu vois un peu des petits manquements des petits... Ouais, c'est un manque de considération, manque de respect. Exactement. Il y a quelques tips, nous, typiquement, qu'on met en place, c'est tout ce qui est déjà lien de réservation avec des rappels automatiques, SMS, mail, etc. Et aussi la page de préappel dans lequel, nous, typiquement, on en a une, en fait, dans laquelle tu retrouves les modalités pour réserver. On amène aussi du cadre. Donc, on dit aux personnes d'être dans un lieu calme, de se pointer à l'heure, dans lequel on va pouvoir un moment dans lequel on va pouvoir échanger tranquillement, etc. Et tous ces petits tips en fait font qu'au final t'as moins de no-show et les mecs qui viennent en appel sont beaucoup plus qualifiés parce qu'ils ont eu toutes ces étapes au final, tu vois. Tout à fait. Mais effectivement, si même avant tout ça, ils ont déjà l'image professionnelle de toi et qu'ils savent
c'est limite, ils sont impressionnés de venir en call, tu vois. Mais Ils te presque, respectent, ouais. ils ont envie de travailler avec toi avant le closing, etc. Et ça franchement, c'est assez appréciable. Et ça, en effet, c'est quelque chose que je ressens de plus en plus où la personne qui a accepté l'appel, elle te considère en fait, tu vois, là où bah maintenant ça vient plus en effet des réseaux, donc des gens qui ont potentiellement déjà consommé certains de mes contenus, là où avant en effet c'était plus du phoning, du cold call, tu vois, donc Ouais. le mec te connaît, ne t'a jamais vu, ne sait pas qui t'es, il a jamais vu même ta tête, donc bah concrètement pour lui il a aucune attache envers toi, et te lapiner c'est comme lapiner un fantôme ou quelqu'un qui n'existe pas parce que bah ils ne te connaissent pas, ils ne t'ont jamais vu. Ouais. Là où la personne qui a pris son call depuis ton profil, qui a déjà consommé des contenus depuis plusieurs mois, qui like de temps en temps, bah elle sait déjà qui t'es, elle sait déjà ce que tu proposes, elle sait déjà à quoi tu ressembles, elle t'a déjà vu t'exprimer, elle a déjà vu Ouais. des vidéos ou des podcasts ou quoi que ce soit, et donc elle s'est déjà fait une image dans son subconscient de toi, et elle est déjà presque convaincue de la valeur que tu peux lui apporter, donc en Bien effet, sûr, ouais. elle vient plus facilement en appel, elle va plus difficilement te lapiner ou te mettre un no-show. Si c'est le cas, elle va te prévenir en amont. Bah, Julien, je suis désolé, j'ai un imprévu. Je te préviens un peu en amont, peut-être un peu tard. Et on est 2 jours avant le call, mais voilà, je suis désolé, je pourrais pas être là. Est-ce qu'on peut revoir un créneau, etc. Donc tu sens vraiment qu'il y a une considération qui est tout autre quand quelqu'un provient de tes contenus et quand une personne a accepté le rendez-vous mais qu'elle ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam. Bah concrètement c'est 2 mondes d'écart et ça j'ai pu l'expérimenter parce que bah mon canal d'acquisition a évolué dans le temps. Au démarrage c'était que du cold calling et puis bah j'ai vu les limites, tu vois, le gros taux de déperdition, le gros taux de no-show que tu te manges dès le premier rendez-vous. Même s'il vient en premier, des fois c'est pas dit qu'il va venir au deuxième. Si il est venu au premier, donc l'appel découverte, au second où tu lui as présenté un peu la stratégie patrimoniale, bah si ça lui plaît pas, il va même pas prendre la peine de venir au closing. Ouais. Bien Donc, sûr, ouais. t'as énormément de déperdition entre chaque étape. Et c'est beaucoup plus compliqué d'emmener ton prospect de l'appel découverte au closing sans tracas et qu'à la fin vous bossiez ensemble. J'ai senti que mon taux de transfo il était relativement faible, tu vois. Et là aujourd'hui, bah c'est quand même plus quali. J'ai moins de mal à emmener la personne parmi dans les différentes étapes de mon tunnel de vente. Et même à la fin, in fine, quand le prospect n'est pas forcément convaincu, il ne veut pas forcément mettre en place ce qui a été préconisé, parce que différentes objections, notamment des fois le prix de l'audit patrimonial, bah concrètement, il a pris la peine de venir lors de l'appel, lors du troisième rendez-vous, du R2 de l'appel closing, pour t'expliquer pourquoi il ne souhaite pas avancer avec toi. Bien sûr. Là où, en effet, quand c'était du cold calling, le mec, il vient gratter la valeur jusqu'à la stratégie patrimoniale, et au moment de te donner sa réponse, il s'en va, il y a plus personne, et tu te retrouves là avec tous tes doutes, mais pourquoi est-ce qu'il est pas venu, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait de retour, pourquoi est-ce qu'il veut pas. En fait, t'es là, t'es un peu aveugle par rapport à la situation, tu sais, t'as pas d'explication, et t'es là laissé livrer à toi-même, mais pourquoi est-ce qu'il veut pas faire affaire avec moi, pourquoi est-ce qu'il veut pas que je l'accompagne, pourquoi il veut pas qu'on bosse ensemble. T'as aucun visu en fait, tu peux pas traquer tes erreurs et tout. Ouais. Exactement, tu peux pas, t'as pas de visibilité là-dessus, tu peux pas traquer ce qui pourrait être amélioré, et donc bah tu restes dans l'ignorance finalement, et tu continues peut-être à reproduire les mêmes erreurs qu'on fait fuir le prospect d'il y a 2 semaines sans le savoir. Ouais, c'est une perte de temps, d'énergie, d'argent. Là où quand le mec, même s'il veut pas faire affaire avec toi, il vient lors du dernier rendez-vous, il te fait son feedback, bah déjà t'as plus de levier pour essayer d'inverser la vapeur. Et en plus, bah même si tu réussis pas à inverser la vapeur et à le faire travailler avec toi in fine, au moins tu as des éléments de réponse et tu peux prendre ça en considération pour la suite de l'aventure. Là où quand tu les as pas ces éléments de réponse, bah tu restes aveugle, tu restes à avancer à tâtons sans trop savoir vers où tu te diriges. Et je pense que tout ce qui ne peut pas être traqué ne peut pas être amélioré. Et par conséquent, quand t'as pas les éléments de réponse qui expliquent pourquoi un tel n'a pas voulu bosser avec toi, peut-être que ces éléments-là qui t'auraient aidé pour la suite, tu vas reproduire ces mêmes erreurs-là sur d'autres prospects, tu vas repasser à côté d'accompagnement qui aurait pu être bénéfique et pour ton prospect et pour toi, et c'est des axes d'amélioration qui ne seront pas activés de suite parce que t'en as pas la connaissance en fait. Bon écoute, merci Julien en tout cas pour ce podcast. Je trouve que c'était assez intéressant. Je pense que ça va plaire. En vrai, on a pu voir beaucoup de choses. En tout cas, ouais. En tout cas, merci de ta présence, c'était cool. Par où on peut te retrouver? Alors, comment on peut te retrouver? Ouais, bien sûr, on peut me retrouver principalement sur LinkedIn pour le moment.
Donc D'accord. Julien Dominguez. Et l'Instagram, je pense qu'au moment où il sortira, l'Instagram sera bien garni, Voilà, bien il sera professionnel. peut-être mieux garni à ce moment-là, donc tu pourras l'indiquer. En effet, c'est Julien Dominguez également. Il y a un tiré du bas à la fin, je crois, mais dans tous les cas, tu pourras l'indiquer. Mais en effet, il y a l'Instagram qui arrive aussi. Bah, tu sais quoi, je leur mettrai des exemples de photos. Comme Bah, ça, avec ils plaisir. verront un peu le résultat du shooting Exactement, et branding. ça sera assez parlant pour eux, donc non, je pense que c'est top. Mais donc voilà, principalement LinkedIn pour le moment. Il y a le site web qui arrive aussi, Instagram, encore pas mal de tout est en chantier là, donc tout est encore un peu de développement. Mais en effet, peut-être qu'au moment où le podcast sortira, le shooting sera prêt, l'Instagram sera déjà plus garni, et donc en effet, tu pourras le partager sans souci. Donc voilà, principalement sur LinkedIn pour le moment. N'hésitez pas à venir faire un tour, c'est là où je suis le plus actif dans l'immédiat, même si voilà, il y a vocation aussi à développer le YouTube et l'Instagram. Mais pour le moment, en effet, c'est bien LinkedIn où je suis le plus présent, et je souhaitais voilà te remercier aussi pour l'épisode du podcast, Avec et pour plaisir, la hein. prestation de NV Prod. Voilà, comme je pense que ça a pu se ressentir quand on en a parlé un peu au début de l'épisode, mais voilà, globalement, j'étais super satisfait de l'accompagnement. C'était vraiment du clé en main comme je l'attendais. J'ai pas eu grand chose à faire si ce n'est me pointer, écouter un peu tes conseils, donc j'ai été super satisfait de la prestation. Donc il n'y a pas eu que de la photo aussi, c'est ça qu'on n'a pas trop évoqué, mais il y a eu du reel, ouais, du reel, et il ouais. y a eu le montage. Alors c'est un autre projet encore, mais le montage Ouais. d'un épisode de podcast. Mhm. Globalement, la qualité était au top, donc enfin de ce que j'ai pu en voir pour le moment, même si Ouais, voilà, il n'y a bien pas de sûr. raison pour le shooting photo. Non, Donc non, franchement, très satisfait de l'accompagnement, très satisfait de ta dévotion, de ton implication dans le shooting. Je savais pas trop comment ça allait se passer, est-ce que ça allait un peu être fait à l'arrache à la one again. Non, il y a eu un appel stratégique découverte en amont, on a tout Ouais. clarifié. T'as pris la peine de faire un planning de la journée heure par heure avec les différents lieux dans lesquels on allait shooter, de me donner des indications quant à la tenue, quant aux accessoires. Donc je me suis vraiment senti épaulé de A à Z, tant en amont que sur la journée en question. Et c'est vraiment ce que je recherchais. Voilà, un accompagnement clé en main sur ces questions-là, sur ces sujets-là, de pas forcément avoir à me prendre la tête et à réfléchir trop à ça. J'ai juste eu à me pointer, et puis après j'ai été pris par la main jusqu'à la fin de la journée, et non, honnêtement c'est super sympa. Et en plus voilà, au-delà même du côté pro, sur le perso, je pense que t'es Ouais. quelqu'un de top, qui a pas mal d'ambition et qui est intéressant. Donc même au-delà de l'aspect pro, quand on était amené à discuter de la pluie et du beau temps, bah rapidement on tombait sur des sujets Ouais. sur lesquels on était tous les deux intéressés, et on a pu s'entendre finalement même au-delà du shooting. On n'a pas, voilà, c'est pas comme si on avait parlé que du shooting toute la journée. Ouais, Le midi, on a ça pu reste du pro, mais on est deux humains quand même, tu vois. On reste donc, des humains, et je pense qu'en effet c'est important dans l'aspect business, le fait de pouvoir s'entendre avec les prestataires, tu vois. Ouais, bien sûr. Je le vois en gestion de patrimoine, il y a aussi beaucoup de relationnel. Quelqu'un avec qui tu t'entends pas, ou t'as pas l'atome crochu, t'as même pas forcément envie de bosser avec lui. En fait, c'est ça. En fait, c'est que certes il y a le pro et l'humain, ça vient à côté, mais si l'humain, tu sens qu'il y a pas un alignement de valeurs, d'intérêts, Ouais. est-ce que t'as vraiment envie de bosser avec lui? Bah, Ça peut te refroidir là-dessus aussi, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, dans notre système d'offres, on a quand même un pack découverte et ensuite nos offres sur lesquelles on peut les onboarder après. Tout simplement pourquoi? Pour que eux, de leur côté, puissent voir comment on travaille, mais aussi nous, de notre côté, c'est un aspect qui est sous-côté, de voir comment est la personne en face. Est-ce qu'on a vraiment envie de s'engager sur du long terme avec telle personne? Peut-être que non. Nous, dans notre corps de métier, on a déjà eu des clients avec qui c'était compliqué. Les atomes n'étaient moins crochus pour le coup. C'est important de savoir ça. On travaille quand même dans de bonnes conditions. Donc c'est aussi pour travailler avec de bonnes personnes qu'on apprécie, comme toi, typiquement. Franchement, moi, ça m'a fait plaisir de travailler avec toi. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui souhaitent passer leur branding au stade supérieur, il y a un lien de réservation d'appel dans la bio. Donc n'hésitez pas, c'est un appel de découverte dans lequel on va pouvoir faire le point sur votre business, votre situation. N'hésitez pas, si vous avez le besoin, c'est dans la bio. Bon, en tout cas, Julien, moi, c'était un plaisir de pouvoir parler avec toi. Plaisir partagé. Et puis voilà, on se retrouve à la prochaine alors. Avec grand plaisir. À Au très revoir bientôt. tout le monde. Salut. Salut.